entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Lancé par une pétition puis relayé par les réseaux sociaux, le mouvement des Gilets jaunes s'est organisé en dehors de toute structure syndicale et politique, ce qui en fait un mouvement social inédit par sa forme. Qui sont réellement ces Gilets jaunes? Élément de réponse avec Manuel Cervera Marzal. Il est sociologue et docteur en sciences politiques. Les premières informations qu'on a, qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui nous parviennent grâce à des sociologues qui sont allés sur le terrain pour faire passer quelques questionnaires ou pour sonder un petit peu les personnes, montrent qu'on est face à un mouvement dont la composition sociologique est extrêmement hétéroclite. Après, on peut quand même donner des informations générales qui sont que sociologiquement, il s'agit plutôt de classes intermédiaires ou de classes populaires. Et deuxième élément important, c'est que c'est quand même en grande majorité des personnes qui vivent dans le rural ou dans le périurbain et donc qui avaient déjà été touchées par la mesure restreignant la vitesse à 80 km/h et qui là sont à nouveau touchés par la hausse à venir de la taxe sur le gasoil. Donc c'est quand même ça le profil, quoi, plutôt en bas de la société française et bien sûr des automobilistes, même si en fait on se rend compte qu'avec 2-3 semaines de recul maintenant s'agrègent au mouvement des personnes qui n'ont pas forcément de voiture mais qui se sentent concernées par les revendications. À l'origine, un cri de colère contre la hausse des taxes sur le carburant, le mouvement fédère désormais ceux qui dénoncent la précarité et le creusement des inégalités sociales. Il faut regarder jour par jour, il y a une évolution du mouvement qui au départ était sur un espèce de ras-le-bol général contre l'impôt et donc a fait dire à beaucoup de commentateurs qu'il s'agissait d'un mouvement poujadiste ou d'un mouvement marqué à droite, mais plus on regarde les plateformes de revendication, les messages qui sont portés par certains porte-parole parfois autoproclamés, quand on regarde ça, on voit qu'au fil des jours, la revendication est passée d'un ras-le-bol fiscal, donc contre l'impôt en général, à une dénonciation de l'injustice fiscale, c'est-à-dire, pour être précis, le fait que on allège les impôts sur les plus grandes fortunes et sur les entreprises et en revanche, dans le même temps, on augmente la pression fiscale sur les classes moyennes et les classes populaires. Et il me semble que c'est ça qui est aujourd'hui majoritairement dénoncé par les Gilets jaunes. Ras-le-bol fiscal, ras-le-bol des inégalités sociales, des revendications exprimées également dans d'autres pays. Le mouvement peut-il faire tache d'huile en Europe? Oui. D'ailleurs, on a vu des gilets jaunes ces derniers jours aux Pays-Bas, en Belgique également, en Espagne quelques-uns, peut-être ailleurs, je n'ai pas regardé partout, mais ce qui est certain, c'est que ça circule beaucoup par les images. Il y a une focalisation permanente des chaînes d'information en continu. Ces images-là, on les retrouve ensuite sur les réseaux sociaux, et sur les réseaux sociaux, on sait bien qu'il n'y a pas de frontières nationales, ou en tout cas les frontières les images circulent rapidement, ça fait tache d'huile. Alors de là à embraser entièrement nos pays voisins, c'est plus compliqué, mais oui, il y a des épiphénomènes et quelques mouvements de solidarité avec les Gilets jaunes au-delà de l'Hexagone. Il y en a ras-le-bol. Si vous revenez à l'analyse que j'ai faite au départ de ces trois zones, les journalistes sont partie prenante et sont les leaders intellectuels du monde des bobos. Donc, si vous voulez, quelque part, en effet, il faut voter Macron, parce que Macron, c'est l'un d'entre nous, quoi. Et le drame, c'est que les classes politiques, il n'y a pour ainsi dire plus aucun homme politique qui est identifié à ces gens des provinces, puisque les hommes politiques élus, avec jusqu'à tout récemment les grands partis, on prenait un crétin de service sorti de l'ENA, puis on lui disait tu vas aller te présenter dans la Creuse ou dans la Corrèze et tu seras élu là, puis il connaît rien au pays, il n'y a pas d'attache, il n'est rien du tout. Autrefois, si vous voulez, les gens qui étaient élus, c'était le docteur local, le notaire local,
le chef syndicaliste local et tout, c'était des gens qui savaient comment les gens de son pays vivaient. Aujourd'hui, à Paris, plus personne ne sait comment la moitié de la France vit. Ils savent pas. Ils y vont jamais, ils connaissent pas. Alors ils vont sur la côte un peu de temps en temps en vacances, ils vont au Festival d'Avignon, mais qui y retrouvent là? Eux. Ils retrouvent pas les gens du coin. Donc si vous voyez, il y a une espèce de rupture entre les différentes parties de la société française, et ça s'est rarement passé dans l'histoire. Hein. Alors nos téléspectateurs qui nous suivent depuis l'étranger ont une image de la France peut-être limitée à Paris, ville lumière, ville de spectacle, ville de l'amour, etc. On a beaucoup parlé de la fracture sociale. Est-ce que vous pouvez dire à ces spectateurs quelle est cette fracture sociale en France? Alors je dirais qu'il y a deux logiques qui se rencontrent, qui se télescopent sur fond de niveau de vie insuffisant pour une partie importante de la population. Donc une partie importante de la population est en cours de paupérisation ou se sent menacée de paupérisation, et ces deux logiques viennent s'y ajouter. Premièrement, la question de la mobilité. Vous avez en France beaucoup de personnes qui ont besoin de la voiture pour vivre, pour travailler, pour accompagner les enfants à l'école, pour accéder à différents services. Bref, un problème de mobilité. Et qui n'ont plus accès à des services publics, c'est ça que vous êtes en train de dire. Non, la première logique, c'est surtout il faut avoir une voiture pour accéder à ceci ou cela. D'accord. Et la deuxième logique, c'est des gens qui habitent dans des régions en cours de désertification. Des gens qui ont vu disparaître la maternité, l'école pour les enfants, la poste, la gare qui ne fonctionne pratiquement plus, etc. Et donc, ce sentiment d'être dans un désert. Donc d'un côté, des gens qui ont encore des ressources, qui ne vivent pas dans un désert parce qu'ils ont fait le choix de vivre par exemple dans des pavillons, dans des lotissements un peu loin de tout, mais qui dépensent beaucoup d'argent pour se déplacer. D'un autre côté, des gens qui vivent dans des déserts où l'État n'est plus présent ou insuffisamment. Et tout ceci sur fond, comme je vous le disais, de niveau de vie souvent très très modeste et de pression fiscale considérable. Des chiffres récents indiquent que la France est un pays où l'on paye bien plus d'impôts que partout ailleurs en Europe. Et donc, si vous voulez, tout ça cristallise, tout ça devient révolte. Les gens veulent se faire entendre. Pour se faire entendre, veulent aller à Paris. On leur répond d'abord qu'il y a circulé, il n'y a rien à voir. Ça devient de la violence, de la répression, des casseurs. Et puis de la pression également sur les Gilets jaunes, puisqu'on les avait invités à Matignon dans un premier temps. Ils n'ont pas pu s'y rendre parce qu'il y avait une pression sur eux. Il faut quand même le dire aussi. L'appel au dialogue a été lancé par le gouvernement. Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est de voir le président. Alors, je ne pense pas qu'ils le verront très vite, mais je pense qu'on va rentrer, sauf événements très dramatiques dans la journée d'aujourd'hui qui sont imprévisibles, mais je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle phase. Le président va s'exprimer, il va certainement faire connaître qu'il le lâche un petit peu, mais pas beaucoup. Je ne pense pas qu'il lâche tout, ce que demandent les gens qui protestent, mais il va commencer à annoncer surtout qu'il lâche ou qu'il a lâché sur des points importants et qu'il ouvre un processus de dialogue. Quelle sera la nature de ce dialogue? Est-ce que ce dialogue deviendra une négociation? Je ne sais pas. Toujours est-il que son image, à mon avis, est écornée. Les trois quarts des Français le trouvent arrogant, méprisant, lointain. Mais ça, c'est depuis le début de son quinquennat. Oui, mais, dès les premières heures de son quinquennat. Les choses se sont envenimées parce qu'il a fait des petits mots qui sont mal passés dans l'opinion, du genre, si vous voulez travailler, il suffit de traverser la rue. Certains ont eu la tentation autoritaire, appelant même le général de Villiers à venir. C'est une plaisanterie. C'est sans doute une plaisanterie. Ceci dit, à qui profite la crise? On est à 6 mois maintenant des élections européennes. Le Rassemblement national, elle peut tirer son épingle du jeu? C'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, il est plutôt dans les starting blocks sur ce point de vue, mais il est en même temps très prudent. Je pense que c'est surtout l'Europe qui va payer cher tout ça. C'est surtout l'Europe, parce que comment défendre une politique ouverte, une politique européenne, une politique qui fait confiance au fonctionnement mondial de l'économie, si on représente un pays qui vient de vivre un spasme aussi violent et aussi profond que celui-ci. Donc je pense qu'aux élections, les listes très européennes auront de la difficulté, sauf les écologistes. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Michel Vivorca, pour votre analyse dans ce journal.
Et on va continuer à parler de ce mouvement avec le sociologue Michel Fize, auteur de Radicalisation de la jeunesse, la montée des extrêmes. Merci beaucoup d'être notre invité. Alors déjà, le fait que les lycéens aient rejoint ce mouvement des Gilets jaunes, c'était la nouveauté de cette semaine. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour la sécurité et puis pour le gouvernement ? Alors, une mauvaise nouvelle pour le gouvernement sans doute, parce que ça veut dire que la coagulation des mécontentements continue de se manifester. J'avais dit d'ailleurs sur un plateau il n'y a pas très longtemps qu'il manquait encore les lycéens, les étudiants, les agriculteurs, et les transporteurs. C'est chose faite, et on peut penser d'ailleurs qu'il y aura encore d'autres catégories, parce que toutes les catégories sociales en fait sont touchées par cette grande misère sociale contemporaine. Est-ce que c'est une mauvaise... Bienvenue à Mediapart. Mediapart est un journal totalement numérique, totalement indépendant, totalement participatif. C'est donc un journal qui vit avec la société, qui est au service de la société, au service de votre droit de savoir, au service de vos espérances, au service de vos résistances. Nous sommes en France. La Constitution française proclame, en théorie, que nous sommes une république démocratique et sociale. Une république démocratique, c'est celle où un homme ne décide pas à la place de tout le monde. C'est celle où l'on délibère, où l'on écoute les protestations, où l'on accepte le droit de manifester, le droit de protester, le droit de contester. Une république sociale, c'est celle, et il a fallu des décennies de combat pour l'obtenir, où l'on comprend que l'on doit pouvoir vieillir dignement. C'est la question des pensions de retraite. Que l'on doit pouvoir avoir accès aux soins, même si l'on n'a pas beaucoup de moyens. C'est la question de l'assurance maladie, où l'on comprend que l'on doit être soutenu quand, pendant un moment, on est sans emploi. C'est la question de l'assurance chômage. Rappelez tout cela, cet enjeu, cette exigence d'une république vivante, démocratique et sociale, c'est prendre la mesure de ce contre quoi nous devons nous soulever. C'est l'attaque la plus violente depuis les conquêtes du Conseil national de la résistance, de la libération, contre tous ces droits qui a lieu actuellement. Sur tous les fronts, et la question des retraites, du lien entre générations, en est évidemment le premier symbole. C'est parce que cette attaque est d'une si grande envergure que le pouvoir qui la mène essaye à la fois des opérations de diversion et une immense répression. La diversion, c'est d'essayer de nous dresser les uns contre les autres. Regardez comment ils ont relancé le poison de la xénophobie, de l'islamophobie, de la désignation de l'autre qui n'a pas la même culture, la même origine, la même religion, comme la cause de tous nos malheurs. Non, c'est une diversion pour diviser ceux qui ont les mêmes causes communes, celle de l'égalité, sans distinction d'origine, de condition, de sexe, de genre, de religion, de croyance, d'apparence. Et à cette diversion s'est ajouté, depuis un an, face à l'admirable sursaut des Gilets jaunes, leur ténacité, leur persistance, leur façon de poser ces questions-là à l'agenda du pays, la question du pouvoir personnel face à... Désolé, Désolé, j'ai un chat dans la gorge. La question du pouvoir personnel et la question, évidemment, de l'égalité des droits. Face aux Gilets jaunes, 25 yeux perdus, crevés, 5 mains arrachées, et combien d'interpellés, de gardés à vue, de condamnés, des milliers. C'est ça, cette répression qui vise tout le monde, qui vise aussi bien ceux qui posent la question des droits des femmes, que des droits des migrants, que des droits sociaux, que des droits démocratiques. Alors face à cela, Mediapart est avec vous. Il est là pour informer, pour révéler ce que les pouvoirs cachent, et en même temps pour accompagner ces inventions, ces protestations, ces résistances. Car c'est de là que naîtra l'espoir. La politique comme bien commun, c'est par la société qu'elle sera réenchantée, par la façon dont, dans les luttes concrètes, dans les convergences de ces luttes, dans les solidarités entre des personnes qui viennent d'horizons différentes,
que se réinventera le bien commun. Alors voilà, Mediapart, aujourd'hui, demain, hier, est au rendez-vous de ces causes communes de l'égalité, celle d'une République réellement démocratique et sociale. Du fond de ma cycle et HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer, mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة
والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني موطني.